bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Droit d'inventaire avec encore plus d'images inédites, encore plus d'enquêtes et un nouvel objectif, aller chercher dans notre passé les réponses aux questions d'aujourd'hui. Et pour m'accompagner tout au long de ce numéro de rentrée, mon camarade Max Gallo. Bonsoir Max. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir Max, on va parler de la France, des privilèges. Alors une expression qui fleure bon la monarchie, pourtant qui reste toujours en France un sujet d'actualité, voire de polémique. Oui, pour une raison évidente, c'est que le mot privilège est réellement l'axe autour duquel tourne notre histoire nationale. Et derrière le mot privilège se cache un mot essentiel dans l'histoire de la France, qui est le mot égalité. Là où il y a privilège, il n'y a pas égalité, il y a inégalité. Et nous sommes un peuple, une histoire sensible à la notion d'égalité. Alors au fond, il y a trois moments. L'Ancien Régime, la monarchie, est assise sur le principe d'inégalité, sur le principe d'exclusion de certains, pas de droit de chasse, au contraire, pas d'égalité devant l'impôt. Arrive la Révolution et la nuit du 4 août, abolition des privilèges et un texte qui devient la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc désormais, fin des privilèges. Nuit du 4 août, on les supprime. Fin des privilèges et l'apparition de notre triptyque national, liberté, égalité au centre et fraternité. Donc la question, c'est de savoir si la nuit du 4 août est encore nécessaire aujourd'hui, si au fond nous vivons encore dans une société inégalitaire, c'est-à-dire truffée de privilèges. Eh bien c'est parti, la France des privilèges, droit d'inventaire, sommaire, à tout de suite. Budget secret, dorure et retraite sur mesure. Du président aux parlementaires, nos élus semblent parfois atteints par un virus monarchique. Politique, vive les privilèges, droit d'inventaire. Et finalement, depuis Louis XIV, on a l'impression que l'apparat est le même. Il y a 60 ans, la République créait les grandes écoles pour que chaque jeune Français ait une chance d'atteindre l'élite. Aujourd'hui, Polytechnique, l'ENA et les autres sont devenus la chasse gardée des classes privilégiées. Enquête sur un échec. Les grandes écoles sont réservées aux riches blancs de préférence, je dirais. C'est l'évidence. C'est pas écrit, mais c'est quand même ce qui se produit. Guillaume Depardieu, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Louis Garrel. Depuis quelques années, les fils et filles d'eux envahissent les castings du cinéma français. Les enfants de stars sont-ils privilégiés pour entrer dans l'industrie du rêve? Droit d'inventaire. C'est un immense avantage, je comprends qu'on ne le dise pas, mais c'est un immense avantage d'être le fils d'un acteur célèbre. À l'heure du chômage et de la crise, ils jouissent d'une retraite à taux plein, ont vu leur espérance de vie augmenter et peuvent goûter sans entrave à la civilisation du loisir. Alors les vieux sont-ils les nouveaux privilégiés? Droit d'inventaire. Je vois bien à quel point ma génération a été avantagée et à quel point les générations suivantes sont défavorisées. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise, Max le disait tout à l'heure, de la République française. Mais les élus de la République, eux, respectent-ils scrupuleusement cette valeur d'égalité? Certains scandales ont mis à mal la confiance des Français à l'égard de la classe politique, budget opaque, luxueux logement de fonction, régime de chômage ou de retraite particulièrement généreux. Les élus du peuple sont-ils devenus de grands privilégiés? Y a-t-il eu une dérive depuis l'instauration de la Ve République? Pour Droit d'inventaire, Richard Vargas et Georges Berroa ont enquêté sur ce tabou français. 30 mars 1989. Déménagement au ministère des Finances, Michel Charasse, ministre du Budget, quitte le Louvre pour s'installer à Bercy. J'ai pas tellement de cartons, je les ai pas fait mes cartons encore. Non mais ceux-là c'était toute ma bibliothèque là. Plus, alors ça je les ai fait moi-même hier soir, c'est les miens, à moi personnel. Vous emportez les objets là J'emporte tout. J'emporte tout. Si. Il vaut 2,5 millions. Vous pensez pas que je vais le laisser là? Je m'en fous, c'est l'ancien bureau de Napoléon III. Ah bon. Il appartient au patrimoine de l'État et du ministère. Comme il en a le droit, le ministre déménage avec ses meubles. C'est un privilège hérité de l'Ancien Régime. Les trésors du mobilier national sont à la disposition de nos ministres
pour meubler leur bureau. Tapisserie des Gobelins, fauteuils Louis XV, vases de Chine, guéridons art déco, commodes en bois rares, plus de 100 000 pièces appartenant à l'État sont dédiées à cet usage. En principe, tous les meubles doivent être ramenés ici après leur utilisation, au siège du Mobilier National dans le 13e arrondissement de Paris. Problème, lorsque la Cour des comptes mène l'enquête en 1996, elle constate que sur les 26 000 œuvres prêtées aux hauts serviteurs de l'État, 1 millier environ ont disparu depuis l'après-guerre. Privilèges, privilèges. Comparés à leurs collègues américains et européens, les responsables politiques français semblent avoir des pratiques dignes du régime monarchique. Héritiers de Louis XIV qui proclamait « l'État c'est moi », considèrent-ils que les fastes et les ors de la République leur sont dus? Privilège des politiques, une spécialité française, droit d'inventaire. Et comme l'exemple vient d'en haut, tout commence ici, le palais de l'Élysée, le sommet de l'État. Cet homme, René Dosière, est un député socialiste. Il y a 7 ans, il commet un crime de lèse-majesté. Il s'intéresse de près au rapport annuel sur les comptes de la nation publié par la Cour des comptes. Et il remarque que le budget de l'Élysée est en augmentation constante. S'agissant du budget de l'Élysée, il n'y avait jamais eu de questions ou d'interrogations sur le budget. Le Parlement votait le budget de l'Élysée sans jamais se demander ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est à partir de ce moment, du moment où je fais la découverte que la croissance du budget est un peu dissimulée, que je vais m'attacher à essayer de faire la lumière sur le vrai budget de l'Élysée. Le député va découvrir que non seulement le budget de l'Élysée ne cesse de gonfler, mais surtout qu'aucun contrôle parlementaire ne s'exerce sur lui, et cela depuis près de 50 ans. 8 janvier 1959, le général de Gaulle devient le premier président de la Ve République. Revenu au pouvoir quelques mois plus tôt, le sauveur de la France s'est taillé une constitution sur mesure. Le général se méfie comme de la peste des politiciens de l'Assemblée et n'entend pas leur rendre des comptes. Il décide donc que le budget de la présidence sera fixé par l'Élysée et que le Parlement l'approuvera sans discuter. De Gaulle met en place l'opacité totale sur les dépenses présidentielles. Les pouvoirs de la République, quand on les assume... 3 juin 1961. Lorsqu'il reçoit le président américain John Kennedy et sa femme en visite officielle, le général, soucieux d'impressionner ses hôtes, ne recule pas devant la dépense. Réception au palais de Versailles, appartement spécialement aménagé pour le couple présidentiel américain dans le palais du Trianon. Encore aujourd'hui, personne ne sait combien ont coûté ces fastes. Le général de Gaulle, selon ses collaborateurs, était un homme austère, en tout cas personnellement, mais coûteux sur le plan du budget de l'État. Ce sont des dépenses considérables, mais ce sont des dépenses que le général de Gaulle considère comme étant nécessaires au prestige international de la France. Il n'y a que pour servir à la grandeur de la France que de Gaulle, homme de principe, se permet de grosses dépenses. Dans son train de vie personnel, à l'opposé, il s'impose d'être économe avec l'argent du contribuable. Il estimait qu'arriver à un poste aussi important dans l'État, il fallait avoir, pour ses fonds publics, beaucoup de respect. Vous savez, quand il recevait des membres de sa famille, il remboursait à l'Élysée le prix du repas. C'était quand même aller loin. Moi, je l'ai vu quitter son bureau et se déplacer pour aller éteindre la lumière. Je ne sais pas si beaucoup de ses successeurs ont fait la même chose. Mais au regard de l'histoire, de Gaulle fait figure d'exception. Son successeur, Georges Pompidou, ne partage pas les goûts austères du général. Amateur, tout comme son épouse, d'art contemporain, le nouveau président commence par faire changer une bonne partie de la décoration de l'Élysée. Combien coûte ce relookage moderne? Mystère. Grâce au système mis en place par de Gaulle, Pompidou n'a aucun compte à rendre. Impossible également de chiffrer le coût des voyages officiels de plus en plus fréquents.
Sous la présidence de Georges Pompidou, leur nombre va doubler. Sous celle de Giscard d'Estaing, il va tripler et quintupler sous François Mitterrand. Il semble bien que le budget de l'Élysée s'accroisse de septennat en septennat. Pourtant, les comptes officiels présentent des dépenses relativement stables. On passe de 2,5 millions sous Pompidou en 1969 à un peu plus de 3,5 millions à la fin du second septennat de François Mitterrand en 1995. Alors comment cela se fait-il? C'est simple, le budget officiel est mensonger. L'Élysée n'attirait pas l'attention car il demandait officiellement un budget modeste et en réalité, la présidence de la République fonctionnait avec d'autres moyens qui étaient les fonds spéciaux. Donc là, par définition, c'était le secret le plus total. 7 mai 1995, Jacques Chirac devient le 5e président de notre 5e République. Sous sa présidence, le Premier ministre Lionel Jospin va interdire les fameux fonds spéciaux pour plus de transparence. Mais le président Chirac est dépensier et le budget élyséen atteint alors des niveaux jamais égalés. On passe de 5 300 000 € en 1995 à plus de 32 millions en 2006, soit 6 fois plus en 10 ans. On est loin de l'austérité gaulienne. L'Élysée a tenté de justifier cette explosion des dépenses par le fait qu'il a progressivement repris dans son budget des dépenses qui auparavant étaient financées par les ministères. C'est une explication qui n'est pas totalement satisfaisante et comme on n'avait pas l'habitude de s'interroger sur le budget de l'Élysée, comme il n'y avait pas de transparence sur ce budget, on ne sait pas en réalité quelle est la véritable cause de cette explosion des dépenses. À quoi ont précisément servi les 32 millions d'euros dépensés par Chirac en 2006? Des réceptions fastueuses? Des frais de bouche? Des voyages? Des collaborateurs de plus en plus nombreux? Qu'importe, répond Alain Lambert, son ancien ministre du Budget. Le président de la République, quel qu'il soit, quel que soit son nom, je ne parle pas de M. Sarkozy, de M. Chirac, de M. Mitterrand, par ses décisions politiques, peut engager des milliards et des milliards, alors que les quelques petits fours qu'il peut faire servir en plus, c'est epsilonesque dans les coûts pour le contribuable. Quand Nicolas Sarkozy arrive, il promet de faire toute la transparence sur les dépenses de la présidence. On découvre alors que le budget réel de l'Élysée atteint la somme de 100 millions d'euros, 3 fois plus que le dernier budget Chirac. En octobre 2007, le nouveau président a également, en toute transparence, augmenté son salaire de 140%, quitte à choquer les Français. Le système mis en place par De Gaulle fonctionne donc toujours. Le président a tout pouvoir pour décider de son train de vie, un état d'esprit qui va déteindre sur l'ensemble de la classe politique. « 16 mars 1986. Passation de pouvoir au ministère des Finances, Édouard Balladur remplace Pierre Bérégovoy. Il prend la barre d'une administration en pleine révolution, car le ministère des Finances, installé depuis un siècle dans l'ancienne demeure des rois de France, le Louvre, doit déménager. Il faut faire place aux travaux du Grand Louvre. Pour accueillir le ministre et ses 5000 fonctionnaires, on construit dans le nouveau quartier de Bercy, à l'est de la capitale, 100 000 mètres carrés de bureaux ultramodernes. L'ennui, c'est que Bercy, le nouveau ministre, ne veut pas en entendre parler. Balladur, arrivant au ministère de l'économie, dit non, moi je ne partirai pas, il n'est pas question de déménager, on est bien au Louvre, les appartements sont confortables. Ça représente en plus quelque chose de symbolique que la présence de l'économie au Louvre, dans ce palais royal chargé de traditions et de symboles. Et surtout, dit-il, c'est au centre de Paris, Bercy c'est loin, etc. Bon bref, il y a toujours 1000 raisons en fait. Après plusieurs semaines de négociations avec le Premier ministre Jacques Chirac, Édouard Balladur obtient l'autorisation de demeurer au Louvre. Le déménagement est suspendu, les travaux du Grand Louvre retardés. Selon la Cour des comptes, le coût du caprice du ministre se chiffre à 15 millions d'euros. Et tout ça a entraîné, si vous voulez, un surcoût, et puis surtout, est très symbolique, une certaine forme
mentalité des hommes d'État, c'est-à-dire que finalement, un homme d'État français se voit plus dans les ors et les lambris du Louvre que dans la verrerie et le béton de Bercy. C'est là où la France est à la fois culturellement marquée par l'Ancien Régime, c'est que finalement, depuis Louis XIV, on a l'impression que l'apparat est le même. Édouard Balladur n'est pas le seul ministre frappé par cette folie des grandeurs. Y aurait-il un virus monarchique dans nos ministères installés pour la plupart dans d'anciens palais royaux? « 17 avril 1992. Jack Lang est nommé au ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes à 9 mois d'une élection législative qui s'annonce défavorable pour son camp. Cela ne l'empêche pas de faire redécorer un salon du ministère par un artiste peintre qu'il affectionne, Pierre Alechinsky. La commande est passée de 6 panneaux amovibles comme celui-ci, figurant des arabesques colorées. Coût estimé de l'opération, plus de 200 000 €. J'ai pris, moi, sur la période de 58 à 2008, le nombre de ministres de l'Éducation nationale qui ont occupé l'hôtel de Rochechouart, donc le ministère de l'Éducation nationale. Il y en a eu 30. C'est-à-dire que tous les 2 ans, ça change. Et donc, si tous les 2 ans, il y a un ministre qui dépense des milliers d'euros pour réaménager son bureau, ça n'en finit plus, d'autant que ce sont des monuments historiques, donc ça demande aussi beaucoup plus de frais de travail. Au fond, quelle loi empêche un ministre de le faire? Aucune. C'est juste la directive du Premier ministre qui décide que, mais au fond, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En avril 2000, Jack Lang revient à l'Éducation nationale et rebelote. Son prédécesseur lui a laissé des meubles Louis XV qui ne sont pas à son goût. Jack Lang passe commande à la célèbre designer André Putman. Des meubles sont réalisés sur mesure. La facture réelle n'a pas été rendue publique. Autre privilège des ministres, lorsqu'ils ne disposent pas d'un logement de fonction au ministère, ils peuvent se faire louer un appartement par l'État. C'est parfaitement légal, mais parfois, nos ministres dépassent la mesure. Autre sujet qui a agité aujourd'hui le monde politique, la révélation par le Canard enchaîné du logement de fonction du ministre des Finances, Hervé Guémard. Début 2005, le Canard enchaîné révèle que l'État débourse 14 000 € par mois pour loger le ministre de l'économie, Hervé Guémard, dans un appartement de 600 mètres carrés. Il n'y a rien d'illégal à cela, tout a même été fait dans les règles, mais à l'heure où le gouvernement prône l'État modeste, le montant de ce loyer choque l'opinion publique. D'autant que l'on apprend, peu de temps après, que le ministre est propriétaire d'un 200 mètres carrés à Paris qu'il a préféré mettre en location. Quelques jours plus tard, Hervé Guémard donne sa démission, mais lorsqu'il vient s'expliquer à la télévision, il semble ne pas avoir compris l'ampleur de la polémique. Le niveau que la polémique a atteint ne correspond pas à la réalité des choses. Vous parlez de harcèlement. Je n'ai pas fait de crime, ni de délit, mais aujourd'hui, j'en tire les conséquences. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se remettre dans cette réalité, de se rappeler qu'effectivement, un homme, un cadre parisien ne peut pas se loger dans 600 mètres carrés et que faire payer 14 000 € aux contribuables chaque mois, en plus de son salaire, c'était quand même hors de prix. Sans compter qu'il avait dépensé 30 000 € pour aménager son appartement à son goût. Bon, ce sont des choses qui sont... qui effectivement ont, je crois, justement choqué les Français. La carrière ministérielle d'Hervé Guémard s'est donc interrompue brutalement le 28 février 2005. L'homme est devenu un symbole, celui de cette classe politique française qui trouve tout naturel de bénéficier de certains avantages. Ce qui a été le plus formidable dans cette affaire, c'est effectivement la réaction des politiques, de l'ensemble de la classe politique finalement. C'est-à-dire la surprise devant le scandale que pouvait représenter pour eux, ce qui était pour eux une non-affaire, quoi. C'est-à-dire un ministre et un logement de fonction, point barre, quoi. Bon, il était grand, mais Hervé Guémard avait 8 enfants. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est normal qu'il ait beaucoup de mètres carrés. Et c'est vrai que les politiques sont tombés des nues, que cette affaire choque l'opinion. Hein. La classe politique serait donc déconnectée de la réalité. Les parlementaires qui sont censés contrôler le train de vie de l'État sont-ils les mieux placés pour le faire? Et s'ils bénéficiaient, eux aussi, de certains privilèges. Le scrutin est ouvert.
22 septembre 1963. Jacques Chaban-Delmas est alors président de l'Assemblée nationale et ouvre la session parlementaire. Roulement de tambour, garde républicaine, le protocole est immuable depuis 200 ans. 40 ans plus tard, en 2005, Raymond Forny reproduit le même rituel. Rien n'a changé. Au Palais Bourbon, on tient aux traditions. Le cérémonial, c'est une manière de faire prendre conscience de l'importance de ces choses. Et la banalisation n'est à mes yeux pas souhaitable. Et très franchement, vous me voyez, moi, traverser ces palais de la République qui portent une histoire, qui sont chargés d'histoire, en col ouvert, sans cravate, pourquoi pas en short et en bermuda. Non. Sous les velours de l'Assemblée, 577 députés travaillent, entourés d'environ 2000 collaborateurs et de 1200 fonctionnaires divers. La séance est ouverte. L'ethnologue Marc Abélès a étudié pendant 1 an nos députés dans l'enceinte du Palais Bourbon. Les gens qui vivent là-dedans sont en quelque sorte servis par tout un collectif de fonctionnaires, tout un personnel, disons, qui travaille pour eux. Il y a quand même le sentiment de faire partie d'une sorte d'élite, d'une sorte de caste. Et là, on n'est pas dans l'idée de tribu, mais plutôt dans l'idée d'une caste de gens qui ne diront jamais, évidemment, qu'ils sont privilégiés, mais qui sont un peu séparés par rapport au réel. Séparés du réel, nos parlementaires vivent-ils sous un régime particulier? Auraient-ils des avantages que nous, communs des mortels, n'avons pas? Côté indemnité, nos députés et sénateurs sont dans la moyenne des grandes démocraties européennes. 6 987 € bruts mensuels avant impôt. À cela s'ajoute une indemnité de frais de mandat, 6 310 €, mais aussi une prime pour payer des collaborateurs de 8 994 €. Une prime que sénateurs et députés s'autorisent à utiliser pour embaucher des membres de leur propre famille. Écoutez, je ne vais pas dénoncer mes collègues, mais il y a des réalités. On peut voir des parlementaires embaucher plus facilement sa fille, son fils, son neveu, son mari ou son amant, ou sa maîtresse ou sa femme. Je ne sais pas. Ça peut arriver, bien entendu que ça arrive. Autre avantage, nos parlementaires ont la possibilité d'emprunter de l'argent à un taux exceptionnellement bas, seulement 2%, alors qu'il est de 5% environ dans n'importe quelle banque. Malgré leurs petits privilèges, nos parlementaires ne sont pas d'une assiduité exemplaire, en particulier au Sénat. Certains fauteuils de velours rouge du Palais du Luxembourg ne voient pas souvent de postérieur sénatorial. On a 331 sénateurs, il y en a 90 qui viennent de leur province, qui font l'effort de prendre le train toutes les semaines ou l'avion, qui est gratuit pour eux. Mais il y en a 120 qui viennent jamais, on voit jamais. Et il y en a 120 autres qui viennent de temps en temps. Aux États-Unis, il y a 2 sénateurs par État, mais si jamais un sénateur ne vient pas, on lui coupe les indemnités. Il faut savoir quand même que les sénateurs qui ne viennent pas devraient, de par le règlement, être sanctionnés financièrement. Malheureusement, cette sanction, je crois qu'elle n'a jamais été appliquée. Mais le privilège, peut-être le plus marquant des parlementaires, concerne l'une des principales préoccupations du moment pour les Français, leur retraite. Les parlementaires ont la possibilité unique de pouvoir cotiser double. Du coup, en un seul mandat de 5 ans, un député se garantit une retraite de 1 572 € mensuels. Et en 2 mandats, sa pension passera à 3 144 €. Cela veut donc dire qu'un parlementaire s'assure en 10 ans la même retraite qu'un cadre supérieur gagnant 5 000 € par mois qui aurait cotisé 40 ans. Un avantage que les parlementaires justifient par la précarité inhérente à leurs fonctions. Nous sommes en démocratie et donc les électeurs peuvent ne pas renouveler un parlementaire, qu'il soit député ou sénateur. Et ce parlementaire peut avoir abandonné son métier. Et s'il a abandonné son métier, que fait-il? Dans quelle situation se retrouve-t-il? Les parlementaires non réélus sont parfois dans une situation difficile. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie d'entre eux est également fonctionnaire. Ceux-là peuvent donc automatiquement réintégrer leur poste. Et puis il y a aussi ceux, assez nombreux, qui cumulent avec un ou plusieurs autres mandats de maire
de conseiller général ou régional. La précarité de nos élus est donc toute relative. Souvent, les personnalités politiques ont une très forte longévité. On a souvent, finalement, des gens qui font 2, 3 mandats, 4 mandats. On voit comme ça, d'ailleurs, on a une sorte de familiarité. Nos dirigeants politiques, c'est des gens qu'on suit sur la durée. Vous faites des carrières, vous êtes maire, vous êtes député, et puis sur le tard, vous devenez sénateur, et vous voyez combien de temps aussi les sénateurs restent. Bref, il y a quand même une certaine assurance, en fait, de résister, disons, aux aléas des campagnes électorales. C'est pas normal qu'une personne qui n'a jamais travaillé, qui n'a été que élue, pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, je veux dire, se retrouve avec des retraites, on va dire, fabuleuses. Et ce système de retraite fabuleux, nos parlementaires ne sont pas prêts à y renoncer. En juillet 2003, l'Assemblée a adopté une importante réforme du système de retraite en France. À l'horizon 2020, il faudra cotiser 42 ans. C'est un effort non négligeable demandé à tous les Français, tous, sauf les députés et les sénateurs, car leur système spécifique n'était pas concerné par la réforme. Privilège quand tu nous tiens. Et premiers invités de ce premier numéro de Droit d'inventaire, je peux vous dire que ça a beaucoup réagi pendant la diffusion de ce reportage. Une femme journaliste et 2 hommes politiques, une observatrice étrangère de nos mœurs politiques françaises, Sophie Péder, correspondante en France du très sérieux Economist britannique, un homme qui est au cœur du système politique, ancien député européen, ancien sénateur, Roger Carucci, vous êtes aujourd'hui secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, et puis un marathonien du militantisme, Alain Krivine. Bonsoir à tous les 3. Alain Krivine, je commence par vous. Vous aurez mis 30 ans à vous faire élire. En 1999, vous entrez au Parlement européen. Est-ce que ce jour-là, d'un coup, votre train de vie change radicalement? Et en quoi? Chauffeur, déjeuner, dîner gratuit, voyage remboursé, est-ce que ça change? Ah non, mais le train de vie change totalement. Bon, je veux dire, pas pour moi en termes de salaire, parce que comme au PC, on reversait presque tout à la Ligue. Mais enfin, je crois que les chiffres sont quand même très éloquents. Je veux dire, alors que les Français gagnent moins de 2 000 euros, on gagne effectivement plus de 5 000 euros, 5 300 euros. On a 9 000 euros par mois pour payer des assistants, ou comme il a été dit tout à l'heure, on peut prendre sa copine, son copain, il n'y a pas de statut, on peut employer sa famille. On a 3 050 euros par mois pour les frais de bureau, poste à Paris, là où on habite, en plus de Bruxelles, où là tout est gratuit. On a 4 500 euros par an de voyage, en dehors des voyages officiels, mais tous les voyages sont quasiment donc au total, officiels. En gros puis on peut rajouter, on a 230 euros par jour pour payer l'hôtel et le restaurant. Je trouve que ça fait quand même pas mal. Et puis le truc qui est... Tout ça ne grève pas le budget de l'État. C'est simplement scandaleux. Mais au niveau du budget de l'État, c'est rien. Il y a les fameux voyages en Thalys, notamment pour les députés parisiens. On va à Bruxelles, 1h20. On nous paye d'ailleurs un peu plus que le voyage en première classe. Et on nous paye en plus un repas à 15 euros. Sauf que les députés ne payent pas le Thalys. On paye que la réservation et que le prix du repas est compris dans le Thalys. Oui, mais enfin, ils se déplacent pour voyager. Donc, ils travaillent quand même. Oui, mais c'est drôlement intéressant de faire le Paris-Bruxelles. Il y en a même d'ailleurs qui viennent au Parlement européen, ils signent, ils palpent les 230 euros, ils se barrent, ils reviennent le lendemain, et c'est assez fréquent, je dois dire. Roger Carucci, vous avez été vous-même député européen avant Alain Krivine. Oui, mais vous avez fait les mêmes calculs, vous avez je les mêmes jure que comptes quand je prenais le Thalys, j'allais au Parlement européen, j'y restais. Je me contentais pas de signer. Il ne parlait pas de vous, précisément. Non, mais j'avais compris. Moi, je ne suis resté que 2 ans au Parlement européen. C'est pas du tout le même système, d'ailleurs, que sur le Parlement français. Donc, on peut y revenir, parce que par définition, il y a le problème des forfaits de déplacement et tout qui n'existe pas dans le système français. Moi, j'ai été plus étonné au Parlement européen par le gigantisme et par l'anonymat de la structure et par les difficultés, quand on était parlementaire, d'avoir un travail lisible et visible, que par les avantages. Mais peut-être n'ai-je pas connu tous les avantages qui existaient au Parlement européen. Je ne suis resté que 2 ans. Constitue des avantages, et qu'il y en a qui en profitent et qu'il y en a qui ne font pas forcément beaucoup de présence. On a donné des chiffres et on les connaît. Sincèrement, on reviendra, je pense, sur le Parlement national, mais au Parlement européen, un type, et je ne doute pas qu'Alain Krivine soit dans ce cas, un parlementaire sérieux, qui fait son job, qui le fait à fond, qui s'y consacre beaucoup, et qui y croit et qui a envie, il ne doit pas trouver qu'il est particulièrement favorisé.
Alors je reconnais que si vous avez le mandat et que vous foutez rien, ça par définition, mais où que ce soit, si vous foutez rien avec le mandat, vous êtes favorisé. Mais est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de sanctions? Au Parlement européen, il y a une sanction quand vous ne venez pas. Mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée? Elle est appliquée, ça. Bon, il faut faire la moitié des votes, et pour avoir l'indemnité journalière. Sauf qu'ils se sont débrouillés, les votes ont lieu 3 jours, uniquement dans le mois, groupés à Strasbourg. Donc le reste du temps, vous ne pouvez pas foutre les pieds, c'est pas un problème. Voilà. Et le Parlement national? En France, c'est pas du tout le même système. D'abord, il n'y a pas de forfait de déplacement, il n'y a pas d'indemnité jour. Non, mais au Sénat, par exemple, on entendait la sénatrice qui au Sénat, vous s'exprimait. avez l'indemnité mensuelle. Puis vous avez tout le travail, parce qu'on parle beaucoup de la séance plénière, mais en réalité, il y a beaucoup de travail en commission, il y a beaucoup de travail dans les groupes. C'est vrai que les députés et sénateurs... Mais oui, et ça je vous dis sincèrement, je regrette que les médias ne s'intéressent qu'à la séance plénière, parce qu'au Parlement national, on travaille beaucoup plus en commission et dans les réunions de groupe qu'en séance plénière, où il y a souvent les spécialistes de la question. Mais c'est, franchement, quand je compare aux parlements étrangers, on va en parler avec Sophie Péder tout à l'heure. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des privilèges particuliers. Roger Karoutchi, il y a 1 an et demi, vous êtes rentré au gouvernement de François Fillon. Est-ce que quand vous avez été nommé, comme on le dit, comme on le sait, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, il y a une compétition pour obtenir le droit de travailler dans les plus beaux endroits de Paris, les palais nationaux? C'est pas forcément une affaire, oui, je vois à quoi vous faites allusion. C'est pas forcément le fait d'être dans les plus beaux endroits, c'est dans les plus pratique pour ce que l'on fait. Par exemple, moi, si c'est ça que vous voulez dire, dès que j'ai été nommé, j'ai été appelé par mon prédécesseur aux relations Parlement, Henri Cuq, qui m'a dit « Si tu es libre, viens tout de suite. On fait la passation des pouvoirs au hôtel de Clermont, où est le ministère chargé des relations avec le Parlement. Comme ça, tu es sûr de conserver l'hôtel de Clermont. Pourquoi ? Parce que l'hôtel de Clermont, où est le ministère chargé des relations avec le Parlement, je parle sous le contrôle de Max Gallo, est à 200 mètres de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que le Premier ministre, en fonction des nominations, peut décider de l'immeuble qui vous est attribué. Il paraît que pendant la campagne présidentielle, le candidat, alors, Sarkozy, vous a pris en confidence et vous a évoqué avec vous l'idée de vendre les palais nationaux et puis de construire 2 grandes tours, une pour le Parlement, une pour le gouvernement. Il était sérieux quand il disait ça? Mais c'est assez sérieux. D'abord, je vous signale que l'État, depuis déjà 3-4 ans, met en vente un certain nombre de palais nationaux, y compris des ministères, qui sont mis en vente. Et Nicolas Sarkozy, effectivement, m'avait dit, tu sais, finalement, on ferait une tour avec un étage par ministère, la présidence de la République, le Premier ministre, tout le monde là. Et puis une tour, parce qu'il faut différencier l'exécutif et le législatif, avec le Parlement, Assemblée et Sénat, au moins tout serait regroupé. Et la vérité, c'est que j'étais de ceux qui disaient, déjà, pour recevoir les hôtes étrangers, etc., ça rend un peu les choses compliquées. Mais c'est vrai que ça a un côté pratique. Est-ce que ça a un côté réellement efficace dans le travail des ministères? Parce qu'il y a beaucoup... Vous voulez dire que c'est plus classe quand vous recevez des homologues étrangers et de les recevoir... Ça joue dans les relations internationales? Moi, j'y vis pas dans mon ministère. J'y travaille, mais j'y vis pas. Et mon bureau, il est le mien temporairement. Le jour où je serai plus ministre, je le laisse avec tous les meubles, je rassure, parce que j'avais cru comprendre qu'on partait avec les meubles. Je vous rassure, je laisse tout, même les tabourets. Attendez, on n'a pas dit qu'on partait avec les meubles pour les rapporter dans son appartement personnel. D'abord parce que l'inventaire national fait le listing. Et peut vous dire à la fin, monsieur, il manque un vase, il manque une potiche. Donc les choses ne se passent pas comme ça. Deuxième élément, je crois que c'est vrai que quand vous recevez des ministres étrangers, quand vous recevez des chefs d'État étrangers, c'est vrai que vous les recevez dans un bureau, dans une tour à la Défense ou dans un ministère, c'est pas tout à fait la même chose. À vous, ça ne vous apporte rien. Au prestige de l'État français, ça apporte beaucoup. Répondez-moi par oui ou par non, Roger Karoutchi. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy va mettre à exécution ce projet qu'il évoquait avec vous? Écoutez, ça c'est à lui qu'il faudra poser la question. Je ne pense pas dans l'immédiat, en tout cas. Je rassure mes collègues ministres. En tout cas, il l'avait en tête, manifestement. Sophie Péder, en Grande-Bretagne, les ministres ont-ils des logements de fonction, comme en France? Très peu. Je pense que c'est quand même mieux d'être ministre en France parce que vous avez droit au logement de fonction de luxe. Je pense que c'est ça la différence. Au Royaume-Uni, nous avons 2 ministres plus le Premier ministre qui ont droit et qui ont un logement de fonction. Le ministre des Finances. Et le ministre des Finances et le ministre de la Justice et le Premier ministre. Et le Premier ministre, n'oubliez pas que Downing Street, ce n'est pas un hôtel particulier à la française, c'est un pavillon de ville avec au dernier étage un tout petit appartement. Et juste pour vous donner un exemple, quand Tony Blair était élu,
avec sa famille, ses 3 enfants. Cet appartement était trop petit. Donc, il était obligé d'aller déménager dans l'appartement à côté de numéro 11 parce que l'appartement était trop petit pour lui. Est-ce que vous trouvez normal, je vous pose la question à tous finalement, qu'un système de retraite tel qu'il est soit aussi avantageux pour les députés? On a bien vu qu'en cotisant 10 ans, seulement vous avez droit à une retraite de 3 144 €. 10 ans, ce sont 2 mandats. C'est quand même... Oui, attendez. Là, c'est pas tout à fait vrai. C'est en cotisant 10 ans, cotisant double. En cotisant double. Oui, bah oui, oui, ça, il faut le dire quand même. Oui, d'accord. Enfin, vous cotisez double, c'est pas la même chose. D'abord, il faut savoir une chose simple. À l'Assemblée nationale, la moyenne, sur l'ensemble des députés, la moyenne de nombre d'années de siège est de 7 ans et demi. 7 ans et demi. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la moyenne de ce que l'Assemblée nationale verse comme retraite à des députés, anciens députés plus exactement, est de 2 300 €. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas réélu, et c'est le suffrage universel qui en décide, vous n'êtes pas réélu 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et comme l'avait dit Alain Lambert dans le reportage, souvent vous abandonnez les métiers que vous faisiez avant. Enfin, moi, je suis vraiment pas d'accord. Non, mais en une minute, je ne comprends pas comment des élus peuvent justifier d'avoir un sort différent que la grande majorité de la population. Ils sont là pour servir la population. Et si on veut éviter la coupure, parce que c'est vrai, quand on arrive au cœur de la bête dans un Parlement, c'est une vie complètement coupée du reste de la société, je veux dire. Mais comment justifier qu'en termes de salaire, en termes de privilèges, on ait une vie différente? Moi, je pense pas, je ne demande pas qu'un député soit payé comme un OS. 5 200 €. Enfin, 5 000, par rapport au SMIC, c'est bien, mais ce n'est pas un salaire considérable pour un parlementaire. Des Français non, mais très au-dessus de la moyenne des Français. Ne gagne pas 2 000 €. Si je regarde bien des métiers, on gagne plus de 5 200 € par mois. J'ai cotisé 5 ans au Parlement, 5 ans, pas 41 ans, je gagne 1 000 € de retraite. Et vous, Roger Karoutchi? Je veux dire, c'est scandaleux. Moi, je n'ai pas terminé, du moins je l'espère, si ça ne vous ennuie pas. Je vous en prie, mais à peu près, donnez-nous une idée de votre future retraite. Ma future retraite, ça dépendra combien de temps je suis réélu. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Si je suis battu par les électeurs, ça ne fera pas beaucoup. Parce que moi, je ne suis parlementaire que depuis, en réalité, 7-8 ans. Donc, pour le moment, ça va pas. Il n'y a pas de boulot en sortant du Parlement. Mettez-vous à la place de tous ceux à Goudier ou ailleurs qui sont virés de leur boîte aujourd'hui. Non, mais 5 ans de cotisation 1 000 €, c'est pas mal quand même. Est-ce que les systèmes de retraite en Grande-Bretagne ou de prêts bancaires pour acheter un appartement, comme c'est le cas en France pour les députés, sont aussi avantageux en Grande-Bretagne? Non, je pense que justement, la différence se trouve au niveau des privilèges comme la retraite ou ces prêts à taux réduit. Quand on compare les salaires d'un député en France et un député en Grande-Bretagne, c'est plus ou moins comparable. Un député en Grande-Bretagne gagne plus ou moins 6 300 € par mois. C'est un peu plus qu'un député en France, mais pas beaucoup. Oui. Mais c'est au niveau de tous les autres privilèges, appartement de fonction, retraite, etc. Pour les députés. Oui, mais pour les ministres. Non, pour les ministres. Oui, mais les ministres anglais sont payés 3 000 € de plus que les ministres français. Moi, je n'ai pas d'appartement de fonction et je m'en plains pas, mais sincèrement, il ne faut pas exagérer. Quoi. Les ministres britanniques sont plus payés que les ministres français. Max Gallo, vous avez beaucoup fréquenté aussi les allées du pouvoir. Vous avez fréquenté les rois de France, vous continuez de les fréquenter en tout cas sous votre plume. Est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer, qui peut choquer, qui est encore tabou, c'est une nouveauté ? Écoutez, je crois que l'expression employée dans le documentaire « virus monarchique » est exacte. Je crois qu'au fond, quand on devient député, on a l'impression qu'on devient légalement, légitimement, puisqu'on est élu, qu'on devient propriétaire d'une partie de l'État. C'est dans l'inconscient de chacun de ceux qui ont été élus, et j'ai été élu, donc je parle en connaissance de cause, on a l'impression que la France, je parle du Parlement français, c'est notre chose, et cela induit un certain nombre de comportements qui sont vrais de toutes les couches, de tous les groupes sociaux. Chaque groupe social essaie de se constituer en caste. Maintenant, le vrai problème, et je suis d'accord avec le constat de ce qui a été fait, mais le vrai problème, c'est de savoir si un représentant de la nation élu doit avoir, comme le dit Alain Krivine, comme l'ont dit les communistes pendant longtemps, le niveau, au fond, d'un ouvrier spécialisé, d'un employé aujourd'hui. Moi, je pense que dans les privilèges, les avantages qui ont été donnés aux parlementaires, aux représentants de la nation, il y avait aussi quelque chose qu'il faut dire, si on ne veut pas tomber dans une forme de poujadisme, de critique facile, même si elle est justifiée, il y avait l'idée de mettre les hommes politiques
à l'abri du besoin, c'est-à-dire de les mettre en situation d'indépendance précisément par rapport à l'argent, par rapport à des préoccupations individuelles tout à fait légitimes. Je ne crois pas, par exemple, que quand les députés communistes avaient le salaire d'un employé ou d'un ouvrier et qu'ils habitaient en banlieue, je ne crois pas que d'une certaine façon, ça modifiait le contenu politique de leur discours. Nous savons bien qu'il y avait des divergences entre la masse du peuple français et les députés communistes. Il y a donc quelque chose d'un peu facile de dire, comme le dit Alain Krivine, je regrette de ne pas être en accord avec lui, de dire il faudrait que, au fond, les parlementaires, les représentants de l'État aient le niveau moyen d'un Français moyen. Moi, je ne suis pas de cet avis. La représentation nationale doit bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui doivent être corrigés, alors de manière tout à fait exemplaire, par la transparence. C'est-à-dire qu'on doit savoir, on doit afficher ce qu'il en est, et puis les électeurs se déterminent. Dernier point, je ne suis évidemment pas d'accord avec les 2 tours envisagés par le président de la République, parce que je crois, le gouvernement et le Parlement. Non, mais plus sérieusement, parce que ça a été évoqué dans le film, parce que les lieux sont des moments d'histoire. Et un pouvoir exécutif, un pouvoir national, doit s'enraciner dans une histoire et ne pas être laminé par un décor appelé moderniste, dont l'efficacité d'ailleurs serait relative. Un mot, Sophie Pider, pour conclure sur ce sujet. Max évoquait la transparence, qui est une notion très forte en Grande-Bretagne. Comment elle s'exprime ? Justement, vous savez qu'en tant que citoyen britannique, on peut consulter un site d'Internet et on peut voir tous les voyages officiels de tous les ministres listés, chacun avec la date, avec qui ils ont voyagé, comment Eurostar, vol de charter, etc. Et les cadeaux, par exemple, je vais vous donner un exemple, le cadeau qu'a donné le président George Bush à Tony Blair, c'est un tableau avec une valeur de 600 €. Est-ce qu'il avait le droit de garder ce cadeau? Oui, mais il fallait l'acheter. Donc il fallait donner à l'État l'argent pour garder le tableau. Et ça, c'est une obligation de transparence, mais c'est une obligation également de rendre compte pour ce qui concerne les prestations et les voyages. Merci Sophie Pider pour ces explications. Et c'est vrai qu'il y a quand même de grosses différences entre les 2 systèmes. On passe au sujet suivant. Institut d'études politiques, Sciences Po pour les intimes, l'une des grandes écoles françaises avec l'IX, Polytechnique, HEC, l'ESSEC, l'ENA, des sigles comme autant de sésame pour l'emploi garanti, de gros salaires et des réseaux, des établissements créés à l'origine pour encourager l'égalité des chances grâce à leur fameux concours d'entrée. Pourtant, la majorité de leurs élèves viennent de milieux privilégiés et la situation s'aggrave. Moins d'1 élève sur 10 aujourd'hui dans ces grandes écoles est issu des classes populaires. Alors, ces grandes écoles sont-elles interdites aux pauvres? Nous posons la question. C'est une enquête de Jean-Édouard Chopin et Jean-Baptiste Delescure. 8 septembre 2008, jour de rentrée à Polytechnique, la plus prestigieuse des grandes écoles françaises. Le directeur de l'école, le général Xavier Michel, accueille les 500 élèves de la promotion. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Après 2 ou 3 ans de travail acharné en classe préparatoire, ces élèves brillants ont réussi l'un des concours les plus difficiles de France, à la grande joie de leurs parents. Je pense qu'ils sont presque même plus heureux que nous. Nous, on ne se rend pas bien compte. On se dit, bon, bah, on va encore devoir travailler parce que c'est pas facile. Et ils sont là, c'est bien. Ils se disent qu'une fois qu'on est ici, c'est bon, on est assuré, on aura un grand boulot, on sera chef d'entreprise, on sera riche. C'est un peu leur vision des choses. Les parents de ces jeunes polytechniciens ont toutes les raisons d'être rassurés. Les anciens de l'IX, comme ceux de l'ENA ou d'HEC, sont à la tête des plus grandes entreprises françaises. Les diplômés des grandes écoles dirigent les 3/4 des sociétés du CAC 40. Les grandes écoles françaises forment l'élite économique et politique du pays. Mais sont-elles accessibles à tous ou sont-elles devenues les chasses gardées des classes privilégiées? L'enquête de droit d'inventaire. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle. La France a besoin d'ingénieurs pour exploiter des mines de charbon, construire des routes et des ponts. Pour former ces ingénieurs, l'État crée les grandes écoles, une remarquable innovation à l'époque.
Pierre Vels a dirigé l'une des écoles françaises les plus renommées, l'École nationale des ponts et chaussées. C'est dans ce bel hôtel particulier qu'ont été formées les premières générations d'ingénieurs. Nous sommes ici dans le grand escalier de l'école des ponts, qui est la plus ancienne école d'ingénieurs du monde, paraît-il, qui a été créée 50 ans avant la Révolution et qui a été profondément transformée au moment de la Révolution, en même temps que se créaient beaucoup d'autres grandes écoles, enfin les plus célèbres, l'école polytechnique, l'école des mines et d'autres. Polytechnique, la plus célèbre de ces écoles, est créée en 1794. La loi précise qu'elle est ouverte à tous les jeunes citoyens âgés de 16 à 20 ans, mais pour y entrer, il y a une condition à remplir. Il ne sera admis en tant qu'élève que des jeunes gens qui auront prouvé leur intelligence en subissant un examen sur l'arithmétique et sur les éléments d'algèbre et de géométrie. Il y a eu deux grandes idées qui, d'ailleurs, ont traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. La première grande idée, c'est la méritocratie. On est contre l'aristocratie, c'est-à-dire c'est pas la naissance qui détermine la compétence, c'est vraiment, il faut choisir dans le peuple de France les jeunes gens, surtout les garçons, les plus compétents. Sur la base du mérite. Voilà, sur la base du mérite et pas de la naissance, c'est fondamental. Et deuxièmement, le bon outil pour faire ça, c'est les mathématiques, parce que face à une équation, tout le monde est égal, et donc les mathématiques vont devenir l'outil de sélection, mais de sélection de cette méritocratie. Liberté, égalité, mathématiques. Pour les révolutionnaires, l'équation est simple. Face à l'arithmétique, plus que devant une dissertation, un fils d'ouvrier a autant de chances qu'un fils d'avocat. Tous égaux face au concours, l'idée est encore d'actualité aujourd'hui. Il est clair que les concours plutôt scientifiques reposent moins sur la culture générale et donc sont probablement plus facilement accessibles à des étudiants, des élèves qui n'ont pas ce background culturel. Mais je crois que c'est un bon système. C'est aussi sur concours que les écoles de commerce créées au XIXe siècle pour accompagner la révolution industrielle choisissent de recruter leurs élèves. Le SCP est la première, créée en 1819 à Paris, suivie par HEC et bien d'autres. À la Libération, la République veut démocratiser l'accès aux plus hauts postes de l'État. L'ENA, l'École nationale d'administration, ouvre ses portes en 1946. Objectif, abolir les privilèges et mettre fin aux dynasties de hauts fonctionnaires. La France croit à la promotion par le mérite. 1946 toujours, striptease forcé pour ces nouvelles recrues de l'école polytechnique qui découvrent les joies du bizutage. Parmi ces jeunes qui se font arroser, beaucoup sont issus de cette méritocratie républicaine. Dans les plus grandes écoles, on compte au début des années 50 plus d'un quart d'enfants d'ouvriers, de paysans ou d'employés. Même si le brassage est limité, l'ascenseur social fonctionne. Ça a marché pendant un certain temps. Ça n'a jamais, les grandes écoles françaises, à aucun moment de leur histoire, n'ont drainé beaucoup d'enfants d'ouvriers, de paysans. Mais souvent, elles ont accueilli des petits-enfants, vous voyez, plutôt des enfants issus de la classe moyenne, typiquement les enfants d'instituteurs, petits-enfants de paysans. Jusqu'au début des années 60, la méritocratie républicaine n'est pas seulement un mythe. Elle fonctionne réellement. Mais quelques années plus tard, les choses se compliquent. Mai 1968, les jeunes sont dans la rue. Les générations du baby-boom arrivent à l'âge adulte. Ils sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes de l'enseignement supérieur. Certains étudiants s'inquiètent déjà pour leur avenir professionnel. Le gouvernement doit absolument prévoir des moyens et trouver des solutions pour que les 700 000 étudiants qui sont actuellement répartis dans toute la France trouvent du travail à la fin de leurs études, ce qui n'est absolument actuellement pas le cas. Dans les années qui suivent, le nombre d'étudiants continue d'augmenter. 300 000 en 1960, 1 700 000 en 1990.
il a été multiplié par plus de 5 en 30 ans. Comme les universités acceptent tous les bacheliers sans faire de sélection, elles sont forcées d'accueillir ces nouveaux venus. À l'université, on a dit allez-y. Et on a multiplié par 5, 6 le nombre d'étudiants, sans d'ailleurs multiplier par 5, 6 le nombre d'enseignants, même s'il a pas mal augmenté. Alors que dans les écoles, on a fait quelque chose d'intéressant. On a créé des petites écoles pour faire face à cette massification. Mais on n'a pas touché au nombre de polytechniciens qui sortaient, au nombre de normaliens qui sortaient, au nombre d'ingénieurs des ponts qui sortaient, etc. Si le nombre de polytechniciens avait évolué comme celui des étudiants en université, au lieu de 500 élèves par promotion, il serait 33 000 aujourd'hui sur le campus de Palaiseau. Mais les grandes écoles ont toujours refusé d'ouvrir plus largement leurs portes. Leur souci, préserver la rareté et donc la valeur de leur diplôme. Les grandes écoles ont pratiqué du malthusianisme. Elles ont toujours choisi de prendre les meilleurs et donc d'avoir des petits effectifs très très bien formés avec des débouchés professionnels assurés. Aucun gouvernement ne leur a imposé de doubler, tripler ou quadrupler leurs effectifs. Pourquoi ? Précisément parce que l'élite ne tient pas à être trop, abondante et sinon le gâteau devrait être partagé. Des facs ouvertes à tous, des grandes écoles réservées à une petite élite. Un système à 2 vitesses se met en place. Renforcé par une énorme différence de moyens. Pour former un étudiant, l'État dépense 6 800 € par an à l'université, contre 13 500 dans une grande école d'ingénieurs. Avec l'aggravation de la crise, les familles les mieux informées vont comprendre avant les autres où envoyer leurs enfants. Dans les années 80, un nouveau phénomène va pousser les milieux privilégiés à partir à l'assaut des grandes écoles, le chômage des cadres. Des hommes et des femmes qui exerçaient des responsabilités dans les entreprises se retrouvent subitement sans emploi. Ils ne s'y attendaient pas et c'est un choc. Stage à l'Association pour l'emploi des cadres. Leçon du jour, quels sont les signes avant-coureurs d'un licenciement? On me donne un bureau plus petit à l'écart, on met quelqu'un dans mon bureau, je dois partager ma secrétaire, on ne me passe plus les communications, on me dit que je coûte cher, on ne me consulte plus, on ne m'invite plus aux réunions, on me met un jeune au-dessus et 2 au-dessous. C'est l'explosion du chômage des cadres au début des années 1980. Et donc, dans les familles de cadres, tout d'un coup, le chômage du père, de la mère, d'un grand frère, etc., c'est devenu une réalité concrète. Et il y a eu un raidissement normal, d'ailleurs, des familles qui ont dit, mais tout d'un coup, il faut s'occuper des études des enfants. Les parents sont réintervenus massivement. Et ils ont investi massivement dans l'éducation de leurs enfants, les petits cours, le soutien scolaire en dehors de l'école, etc., etc. Dans les familles riches et bien informées, l'objectif est désormais très clair. Éviter à tout prix l'université. C'est la peur de l'université démocratisée, de l'université massifiée. C'est-à-dire que si tout le monde est diplômé, ça veut dire qu'on ne trouvera plus de boulot à la fin, il y aura trop de diplômés. Donc on se dirige vers les grandes écoles qu'on n'ignorait pas pour autant. Mais enfin, on s'autorisait à aller à l'université. Pour réussir à entrer dans une grande école, tous les moyens sont bons. Comme cette prépa privée dans le centre de Paris en août 82. Ces élèves suivent pendant l'été un stage intensif pour se préparer au concours très sélectif de Sciences Po. 3 semaines de cours privés, facturés 2 900 francs, c'est presque le montant du SMIC à l'époque. Les parents aisés ont les moyens. Ils n'hésitent pas à donner ce sérieux coup de pouce à leurs enfants. Ce genre de préparation est nécessaire parce que par rapport à une préparation personnelle qui peut être aussi intéressante sûrement, mais on travaille moins vite, on travaille moins intensément, on travaille surtout moins efficacement. Par contre, il y a un aspect scandaleux, c'est effectivement, on est des privilégiés et on est capable de payer les X francs nécessaires à cette préparation. Privilège de l'argent, privilège de l'adresse. Pour réussir les concours, mieux vaut étudier dans les meilleurs collèges et lycées de France. Ils sont presque tous situés dans les quartiers chics des grandes villes, comme ici Louis-le-Grand dans le 5e arrondissement de Paris. À Louis-le-Grand, comme à Henri IV dans la capitale, à Sainte-Geneviève ou au lycée Hoche à Versailles, les enfants de cadres supérieurs et d'enseignants trustent plus de 80% des places en classe préparatoire. C'est les
les études secondaires qui sélectionnent, qui amènent ceux qui sont le mieux formatés aux classes préparatoires. Et si vous regardez dans ces 4-5 grandes écoles, d'où viennent les élèves de ces grandes écoles? Ils viennent d'une vingtaine de classes préparatoires, au grand maximum. Pour les familles plus modestes et moins bien informées, ce n'est pas la course à la prépa d'élite, mais la bousculade pour s'inscrire à l'université. Entrés à la fac avec le bac en poche, sans aucune sélection, une grande partie de ces étudiants sortiront de l'université sans perspective d'emploi. Non, vous sortez. Il y a une sorte de délit de l'initié, si vous voulez. C'est vrai que l'inégalité fondamentale, c'est l'inégalité par rapport à l'information. Pour beaucoup de familles modestes, l'idée qu'on puisse entrer dans une grande école, ça ne savent même pas que c'est possible et que ça existe. Et donc, ils continuent à croire qu'effectivement, avec une licence de psycho ou de je ne sais quoi, à l'université, on va trouver du boulot facilement. Le traditionnel bal de Polytechnique, ici en 2007, dans les somptueux salons du Palais Garnier à Paris. Bienvenue dans le grand monde. Ces polytechniciens sont courtisés par les jeunes filles, mais aussi par les recruteurs. Avant même la fin de leurs études, ils reçoivent en moyenne 2 propositions fermes d'emploi. Salaire à la sortie, 3 300 € par mois, contre 2 000 € pour un diplômé d'université. Quand à 19-20 ans, vous êtes reçu dans telle ou telle école, vous recevez un badge pour l'éternité. Une fois que vous avez réussi ces concours, la vie de l'enseignement supérieur, ça va bien se passer, l'entrée dans la vie professionnelle, ça va bien se passer, et grosso modo, jusqu'à la retraite, ça va bien se passer. Ce précieux sésame qui facilite l'entrée dans la vie professionnelle est aujourd'hui réservé à 85% aux enfants de milieux privilégiés. La part des élèves d'origine modeste dans les très grandes écoles a fortement chuté. Elle est passée de 29% en 1950 à 9% au milieu des années 90. Oui, on peut dire un jeune issu aujourd'hui d'un milieu dit supérieur a 20 fois plus de chances de rentrer dans une grande école qu'un enfant issu d'un milieu populaire. Les grandes écoles sont réservées aux riches blancs de préférence, je dirais. C'est l'évidence. C'est pas écrit, mais c'est quand même ce qui se produit. Une grande école aujourd'hui, pour moi, c'est essentiellement le lieu de la reproduction de l'espèce dirigeante. C'est une noblesse d'État. Voilà, on est dans un pays aristocratique. Pour démocratiser ce système et favoriser la mixité sociale, certaines grandes écoles ont décidé de réagir. Elles ont choisi 2 méthodes différentes. La première, c'est le tutorat. Des étudiants bénévoles de l'ESSEC et de Polytechnique aident dans leur travail des lycéens de banlieues défavorisées. Objectif, leur donner envie de passer les concours d'entrée aux grandes écoles. La seconde méthode, plus audacieuse, c'est celle imaginée en 2001 par Richard Descoings, le directeur de Sciences Po. À côté du concours normal, il met en place un examen spécialement réservé aux élèves de ZEP, les zones d'éducation prioritaire. En 8 ans, 400 élèves sont rentrés à Sciences Po grâce à cette filière ZEP. Leurs résultats sont encourageants. Ce qu'on peut dire 7 ans après le premier recrutement, c'est que ces élèves de Sciences Po, qui tout simplement ont fait leurs études dans des collèges populaires, dans des lycées populaires, eh bien, ils ont réussi comme les autres. Pour certains, extraordinairement bien. Pour d'autres, ils ont échoué et ils ont été réorientés. Et pour la moyenne, ils réussissent comme la moyenne des élèves de Sciences Po. L'école a doublé ses effectifs en 10 ans et la proportion d'élèves d'origine modeste est passée de 8 à 20%. Le diplôme de Sciences Po est toujours aussi coté. Mais pour relancer l'ascenseur social, ces mesures isolées ne suffisent pas. C'est l'enseignement supérieur dans son ensemble qui doit être réformé. Voilà, vaste question, grand débat, on va en parler dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, Max, égalité des chances, élitisme, pourquoi ces sujets font débat en permanence encore aujourd'hui ? Je crois qu'ils font débat d'abord parce qu'il y a la réalité que nous venons de voir, et ensuite parce que l'école, dans le système politique et historique républicain, est vraiment la clé de voûte. C'est là que se fait, en réalité, le destin social de chaque Français. Parce que quand on parle de privilégier des grandes écoles, je suis évidemment d'accord que les grandes écoles, c'est un lieu de reproduction des élites. Mais ces élites, elles passent un concours qui est
précisément l'épreuve égalitaire par excellence. Et on a vu que les mathématiques, qui sont déconnectées, je dirais, du discours, du formatage verbal, les mathématiques jouent un rôle central. Donc ne critiquons pas trop ces grandes écoles, au moins en ce qui concerne leur mode de recrutement. Vous êtes fils de riche et vous êtes blanc, pour reprendre la formulation de l'un des interlocuteurs, M. Pitt, ex-président de la Sorbonne. Si vous êtes mauvais en mathématiques, vous n'entrerez jamais à Polytechnique. Donc ce point-là, pour moi en tout cas, la question du recrutement par concours me paraît tout à fait décisive. Autre point très important, c'est que ça ne commence pas dans l'enseignement secondaire. En réalité, les carrières scolaires et universitaires, elles commencent dès l'enseignement primaire. C'est tout à fait décisif de voir, quand on regarde les chiffres, qu'à l'entrée en 6e, la sélection est déjà faite entre ceux qui maîtrisent le langage oral, le langage écrit et les autres. Et là, le poids des conditions sociales est évidemment décisif. Enfin, un point auquel je suis très attaché, c'est qu'on imagine que l'école de la 3e et de la 4e République était finalement moins sélectives qu'aujourd'hui. C'est faux, elles étaient plus sélectives. À l'école primaire, par exemple, tout le monde avait le certificat d'études, mais pour passer dans l'enseignement primaire supérieur, c'était une sélection tout à fait drastique, mais on croyait, et je crois moi aussi, non seulement à la méritocratie, mais à la formation d'une élite républicaine. Il ne faut pas avoir peur de l'idée qu'il y a une élite, que l'égalitarisme, quand il est prêché et mis en pratique, peut en fait produire des inégalités. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 30 des 40 patrons du CAC 40 sont issus des grandes écoles. On a le sentiment qu'ils forment une caste fermée. Alors, pour tous les jeunes qui nous regardent et pour leurs parents, les grandes écoles sont-elles un passage obligé pour réussir dans la vie? On va poser la question à un grand patron et une journaliste, Sophie Coignard et Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez 46 ans, vous dirigez Virgin Mobile, vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous aussi. Et on en parlera tout à l'heure avec Sophie Coignard, parce que vous aussi, vous avez fait une grande école. Vous êtes devenu très riche avant 40 ans, en vendant une première entreprise que vous aviez créée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous en seriez là si vous n'étiez pas passé par une grande école? Écoutez, oui. Alors c'est peut-être un peu de manque de modestie. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu faire la même chose et qui, eux, n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne sont pas passés par les grandes écoles. C'est-à-dire que c'est presque l'inverse. Autrement dit, les grandes écoles, ça vous donne un espèce de badge. J'ai bien aimé l'expression, un badge pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on décrète une fois pour toutes à 20 ans que vous êtes intelligent. Et après, les gens ne se posent plus la question. C'est d'ailleurs très symptomatique de voir que dans les annonces de nomination, je ne sais pas si à chaque fois, il n'y a qu'en France où on dit tel et tel a été nommé, il est sorti de telle école. Aux États-Unis, on oublie complètement ce que le type a fait avant. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait de ses 10 doigts. En France aussi, on l'oublie quand les gens n'ont pas fait de grandes écoles. Voilà, mais donc, par contre, on rappelle toujours le badge. Ils ont eu un master de l'université, un tel ou un tel. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas sortis des grandes écoles, qui ont un potentiel pour créer des entreprises, pour devenir patron, et qui ne le font pas parce que ça devient une espèce de barrière, un espèce de plafond de verre, en fait, en réalité. Sophie Coignard, le système est-il très inégalitaire dans sa manière de fonctionner ? Ce qui est très curieux et très dérangeant, c'est qu'il l'est de plus en plus. Votre reportage le montrait très bien. En fait, on a l'impression que quand les cartes sont un peu rebattues, eh bien, la méritocratie fonctionne, parce qu'effectivement, la méritocratie est une bonne chose à condition qu'elle récompense le mérite. Et on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça. Et ça doit quand même poser un certain nombre de questions. Donc, par exemple, effectivement, la création de l'ENA, au départ, est une chose formidable. L'École nationale d'administration. En gros, l'École nationale d'administration est créée pour mettre fin à un système où les grands corps de l'État, c'est-à-dire l'inspection des finances, le Conseil d'État, etc., recrutent certes par concours, mais enfin, le concours ressemble plus à un endroit où on prend le thé qu'à un réel examen objectif. Donc, c'est une manière d'objectiver un peu le recrutement. Ça, c'est bien. Et puis, on recrute, y compris à l'ENA, au début, si j'ose dire, sur expérience. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été des résistants et qui vont être intégrés à l'ENA parce qu'ils n'ont pas pu faire d'études pendant qu'ils étaient en train de résister à l'occupant. Magnifique. Et puis, petit à petit, eh bien, le naturel revient au galop et la reproduction sociale se remet en place parce qu'effectivement, on a affaire à des délits d'initiés, à des délits d'adresse. Effectivement, Max Gallo a raison, dès l'école primaire, il y a une première sélection. Cette sélection s'accentue au lycée. Ensuite, on a les classes préparatoires qui sont quand même financées dans les grands lycées publics. Dans les grands lycées publics qui sont financés par le contribuable
pour préparer aux études des grandes écoles qui sont quelquefois privées, comme c'est le cas par exemple des écoles de commerce. Donc on est dans un drôle de système où en gros l'argent des classes moyennes, de temps en temps, sert à financer la formation pour entrer dans une grande école privée. Et qui bénéficiera le plus souvent à des enfants de l'élite, il faut bien le dire. Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce que vous recrutez exclusivement des cadres issus de grandes écoles? Non. Non, loin de là. D'abord parce que quand vous démarrez une boîte, vous n'avez pas tellement le choix parce que vous n'avez pas une carrière à offrir, vous n'êtes pas une grande entreprise, donc vous prenez les gens qui veulent bien venir. Et moi, j'ai plutôt recruté que des autodidactes au départ. Donc ceux que vous trouvez les meilleurs qui passent dans votre bureau sortent pas forcément des grandes écoles? Non, et puis moi j'ai tendance à regarder l'individu que j'ai en face de moi et d'oublier de savoir s'il a fait telle ou telle école, surtout quand c'est quelqu'un qui est un cadre à 35, 40 ans. Enfin, ce qui compte, il était bon en maths à 18 ans, on s'en fout, pour dire les choses très simplement. Par contre, tous les diplômés de grandes écoles aujourd'hui, en France, en tout cas, ils vont à un seul endroit, dans les grandes entreprises, parce que pour un DRH de grande entreprise, c'est beaucoup plus sûr. Il ne se fera jamais engueuler s'il recrute un HEC, un ESSEC ou un peu technicien, et si ça ne marche pas. Même s'il est nul. Même s'il est nul, parce qu'il pourra dire, attendez, il avait le badge, il avait le label, donc m'engueulez pas. Et donc je pense que c'est la vraie différence avec l'étranger, encore une fois, c'est que le recrutement dans les entreprises, le recrutement des patrons est beaucoup plus diversifié. On ne décide pas ad vitam aeternam que quelqu'un est bon. Et c'est vrai ce qu'il a dit Richard Descoings, c'est très choquant. Le patron de Sciences Po. Geoffroy Roux de Bézieux, vous représentez également le MEDEF, c'est-à-dire le patronat à l'UNEDIC. Pour faire simple, c'est l'organisme qui gère les assurances chômage versées donc, aux demandeurs d'emploi. Le patronat français, c'est un système de caste où l'on se coopte. Est-ce que ça y est, maintenant, vous faites partie du club? Écoutez, je ne sais pas à moi de le dire. Le MEDEF a beaucoup changé. On a quand même élu Laurence Parisot, une femme jeune, après Ernest-Antoine Seyer, c'est quand même un signe de changement. Une révolution, c'est ça? Oui, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, c'est un signe de changement. Il y a beaucoup de signes de changement, je ne sais pas si j'en fais partie, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse que c'est une casse. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème assez simple, c'est que les patrons salariés, c'est-à-dire les patrons qui ne sont pas actionnaires de l'entreprise, viennent tous peu ou prou des mêmes grandes écoles. Je crois qu'il y a 30 patrons sur 40 qui viennent des 6-7 grandes écoles. Et ça, c'est un problème. Et on revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire qu'aux États-Unis et en Angleterre, les entrepreneurs arrivent à percer et on ne juge pas les gens éternellement. Donc on a ce problème-là et je comprends que pour les Français, ça apparaît comme un club fermé, inaccessible quand on habite dans une ZEP ou quand on habite dans un endroit moins favorisé. Sophie Coignard, c'est quand même... il y a quand même une consanguinité, il n'y a pas beaucoup de mélange dans le système français des patrons. Ce qui veut bien dire, vous disiez tout à l'heure, ça démarre dès la maternelle, grosso modo, et que la situation ne fait que s'aggraver. Bon, une fois qu'on est sorti des grandes écoles, comment faire pour lutter, entre guillemets, contre ça, qu'il y ait plus de mélange? Il faudrait un peu prendre le problème en amont, parce qu'effectivement, c'est déjà un peu tard quand, en gros, on ne recrute que des gens qui sont sortis du même moule et qui, dans un certain nombre de cas, ont été camarades de promotion à l'IX ou à l'ENA. Ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment un système où tout le monde se connaît. Mais quand je dis tout le monde se connaît physiquement dès les premières années et ensuite ça continue. Il y a quelques années, la Fondation franco-américaine avait lancé, ça a duré assez longtemps, un programme qui s'appelait Young Leaders. L'idée était de mettre ensemble des futurs espoirs français et américains. Et la personne qui s'occupait de cela, qui s'appelle Ezra Suleiman, qui est un grand connaisseur de la société française et des élites françaises, s'est aperçu très vite que sa promo d'Américains, c'était des gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient extrêmement diversifiés, et qu'il avait le plus grand mal à recruter des Français qui ne se connaissaient pas. Il les réunissait pour la première fois, il n'avait pas besoin de les présenter les uns aux autres, ils se connaissaient déjà, ils avaient une trentaine d'années. Et deuxièmement, que s'est-il passé? Il a voulu diversifier son recrutement en France. Il a pris quelques personnes qui n'étaient sorties ni de l'IX, ni de l'ENA, ni d'HEC. Et avec le temps, il s'est aperçu que ces gens-là ont moins bien réussi que les autres. Alors, on est un tout petit peu pris par le temps. Vous allez me répondre de manière assez courte. Vous pensez qu'on devrait plafonner les salaires des patrons en France, qui est un sujet récurrent et de polémique tout le temps? Oui, je pense en tout cas que c'est un vrai problème. C'est-à-dire, je pense qu'il n'est pas possible de comparer un grand patron du CAC 40 à un footballeur de talent. Autrement dit, l'argument de la concurrence n'est pas suffisant pour justifier ces salaires. Geoffroy Roux de Bézieux, plafonner ou pas plafonner les salaires? Vous gagnez combien? Moi, je gagne. Non, mais je n'ai pas prêt à le dire. Je gagne à peu près 25 fois le SMIC, ce qui est beaucoup d'argent. Mais en fait,
Non, pas par mois, par an, je vous rassure. Mais en fait, le vrai gain que je vais faire, c'est l'argent que j'ai mis dans l'entreprise. C'est-à-dire que si j'ai réussi à la vendre, si elle est cotée en bourse, je gagnerai beaucoup d'argent. Vous pensez qu'il faut... Il ne faut pas plafonner, c'est absurde. On ne peut pas d'ailleurs légalement. Par contre, il faut que les patrons qui réussissent soient bien payés et ceux qui échouent ne soient pas bien payés. Et surtout qu'ils n'aient pas de golden parachute. Je crois que c'est ça le fond du truc. Les parachutes dorés, c'est ces fameuses indemnités qu'on a, très larges qu'ils obtiennent quand ils ont échoué et qu'ils s'en vont. Dans certains cas, ont été donnés à quelques patrons. Il faut dire c'est quelques patrons qui ont échoué. Et c'est ça le vrai scandale. C'est-à-dire qu'il faut récompenser le risque, il faut récompenser la réussite, il ne faut pas récompenser l'échec. Parce que ça vient en plus de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si je ne peux pas faire partie du club et qu'en plus les membres du club sont récompensés quand ils échouent, c'est vrai que c'est une désespérance. Il n'y a pas de risque en fait. Aujourd'hui, avec le système des parachutes dorés, on ne peut même plus parler de risque pour les grands patrons. Voilà, c'était le mot de la fin. On continue, merci à tous les deux, d'explorer les privilèges français. Être fille ou fils de célébrité offre-t-il un passe-droit pour réussir dans certains métiers? Je pose là une question que l'on m'a posée à moi des millions de fois. Toujours est-il que ce phénomène a une très forte résonance dans le milieu du cinéma. Argent, notoriété, aujourd'hui faire partie de la grande famille du cinéma est un privilège. Les Depardieu, les Brasseur, les Doyon, Birkin, Gainsbourg et autres Mastroianni. Pourquoi ce phénomène a-t-il pris une telle ampleur? Les acteurs forment-ils la nouvelle aristocratie française? C'est une enquête de Florence Trocro et Loïc Sélarié. Septembre 2008, la rentrée du cinéma. Les fils et filles d'eux tiennent le haut de l'affiche. Guillaume Depardieu, fils de Gérard, premier rôle du film Versailles. Sa sœur Julie partagera bientôt la vedette de La Femme invisible avec Lolita Chama, la fille d'Isabelle Huppert. Chiara, la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve, joue dans La Belle Personne aux côtés de Louis Garrel, le fils du réalisateur Philippe Garrel. Les Garrel père et fils, également réunis dans La Frontière de l'Aube, film présenté au dernier festival de Cannes, avec dans le rôle titre Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Enfin, le fils de Jean-Pierre Cassel, Vincent, incarne l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine, dans 2 longs métrages produits par Thomas Langman, le fils de Claude Berry. Aujourd'hui, de véritables dynasties sont apparues dans le cinéma français. Les Cassel, les Depardieu ou les Hallyday. Les fils et filles d'eux, nouveaux privilégiés du cinéma, héritent de la célébrité de leurs parents vedettes. Et tout le métier leur déroule le tapis rouge. Illustration avec la cérémonie des Césars. Depuis l'an 2000, chaque année, au moins un fils ou une fille de star rafle un trophée. Exemple avec Julie Depardieu en 2004, récompensée pour son rôle dans La Petite Lily de Claude Miller. Le César est attribué à Julie Depardieu. Après Gérard, son père, et Guillaume, son frère, la petite dernière de la tribu Depardieu rentre donc à son tour dans la grande famille des Césars. Merci à Claude, évidemment. Julie Depardieu ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais pendant son discours, son père, Gérard, la rejoint sur scène. Et j'ai une pensée profonde. Retrouvailles familiales en direct devant la France entière. Voilà mon fardeau. Hein. Merci. Je suis tout simplement très heureux que ma Julie est là bien rouge. Voilà. Qu'ils aient hérité du talent de leurs parents ou pas, les enfants de stars semblent être devenus les nouveaux privilégiés du 7e art. Depuis quand occupent-ils le devant de la scène? Sont-ils détenteurs de passe-droit sur les sentiers de la gloire? L'enquête de droit d'inventaire. Le sens de la famille a toujours existé dans le cinéma. La première star française du grand écran, Sacha Guitry, était un fils d'eux. Son père, Lucien Guitry, très grand comédien de théâtre. Un héritage que Guitry fils revendiquait haut et fort. Guitry, qui est à cheval sur le théâtre et le cinéma, est vraiment un homme qui a souvent parlé de ce qu'il devait à cette descendance, c'est-à-dire milieu culturel, sens inné du texte. En 1936, Sacha Guitry adapte au cinéma sa propre pièce, Mon père avait raison. L'histoire d'un père qui tente de transmettre à son fils le secret du bonheur. Plus de 70 ans plus tard, un père et un fils incarnent à leur tour les personnages de Guitry sur les planches.
Claude et Alexandre Brasseur, l'autre dynastie historique du cinéma français, selon Alain Charlot, critique de cinéma. Voilà, dynastie incontournable du cinéma français, les Brasseurs, Pierre, puis Claude, puis Alexandre. On n'a pas de photo d'Alexandre parce qu'il n'a pas encore de cinéma, mais quand même c'est saisissant quand on regarde les photos. Claude Brasseur, jeune, photo que je situerai à peu près à la fin des années 50, c'est quand même la ressemblance, c'est saisissante, quoi. Le premier de la lignée, c'est lui, Jules, né en 1829, comédien de théâtre. Puis vient son fils, Albert, chanteur d'opérette. En 1905, naissance de Pierre, le troisième de la dynastie, mais le premier à jouer au cinéma, une vocation très précoce. Le petit Pierre Brasseur a été vraiment élevé par sa mère sur scène, pratiquement dans les coulisses, dans toutes les pièces, puisqu'il n'avait pas de baby-sitter et il intervenait au besoin dans les pièces. Alors là, on trouve une vraie dynastie, puisque par goût, son fils s'est affirmé lui-même et au bout d'un certain temps, on lui a dit « Mais pourquoi tu ne prends pas ton fils avec toi ?» Comme les Guitry, les Brasseurs revendiquent leur héritage. En 1964, Lucky Joe sort sur les écrans. Dans le rôle principal, Pierre Brasseur, bientôt la soixantaine. À ses côtés, Claude, son fils. Il a alors 28 ans. C'est la première fois que vous travaillez ensemble dans un film? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce film? Un père et un fils. Oui, son père. Enfin, lui joue le père, moi je joue le fils. Oui, c'est la même chose que dans la vie. C'est poussé ma barre pour qu'on ne nous prenne pas pour des jumeaux. Mais est-ce que vous avez le même métier? Parce que dans la vie, vous êtes acteur, et dans le film, vous êtes quoi? On est de la police. C'est de la police? Moi je suis commissaire. Moi je suis adjoint. Oui, c'est ça. Dans la vie de comédien principal, moi je suis comédien adjoint. C'est ça. Vous êtes content? Très content, oui. Et vous voudriez retourner un film avec monsieur votre papa? Ça nous procure l'occasion de nous voir, parce qu'on ne va jamais sans ça. Chacun de souvent séparés par des vies différentes. Nous n'avons pas les mêmes femmes, nous avons le même métier, mais enfin on est assis. Alors. Bon, alors on vous retrouvera ensemble sur l'écran. Ah oui. À bientôt. À bientôt. Les Brasseurs et les Guitry, deux dynasties incontournables, mais qui font figure d'exception. Car en 1960, un tsunami culturel balaye toutes les hiérarchies, la nouvelle vague. Chabrol, Truffaut, Godard sur ces images, tous ces réalisateurs inconnus veulent en finir avec le cinéma de papa et dénoncent la bourgeoisie, les héritages, les privilèges. Plus question d'être fils d'eux. Que ce soit Godard, que ce soit Truffaut, que ce soit Rivette, que ce soit, enfin, tous ces jeunes gens étaient absolument sans famille. Truffaut avait eu un père adoptif, mais enfin était né enfant naturel. Les autres avaient pratiquement rompu avec les leurs, qui ne comprenaient pas très bien le cinéma. Et leur foyer était devenu la cinémathèque, où ils se sont rencontrés, et ils s'étaient choisis des pères adoptifs. À cette époque, le milieu du cinéma, d'habitude si fermé, s'ouvre à tous les talents, sans piston ni parrainage. Exemple Jean-Pierre Léaud, un jeune inconnu de 14 ans, venu tenter sa chance devant la caméra de François Truffaut. Tu vas en classe où? Je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon? Ça me fait des vacances, quoi. Ouais. Sinon, tu es en pension? Oui, je suis en pension interne, quoi. Je sors juste aux grandes vacances. Mais là, ils vont pas être contents alors de te voir manquer comme ça. Oh, mais ça fait rien du moment que je suis content. Jean-Pierre Léaud est évidemment le fils adoptif à la fois de Truffaut et de Godard. C'est un acteur qui doit à peu près tout à ses maîtres et qui tout de suite donne à tous les films qu'il fait, même ceux de la génération venant après, les films de Bonello, donnent tout de suite une couleur cinéma d'auteur tout à fait intéressante. « 40 ans plus tard, l'esprit de la nouvelle vague a disparu. Le cinéma est devenu une véritable industrie. Le budget moyen d'un film en France est de 6 millions d'euros et les acteurs gagnent de plus en plus d'argent. Sur le podium des comédiens les mieux payés en 2008, pour la première fois Daniel Auteuil en tête du classement, avec des gains de 3 200 000 euros. Médaille d'argent, la très populaire Mathilde Seigné, qui frôle les 3 millions de revenus. Enfin, 2 600 000 euros pour le comédien et producteur Thierry Lhermitte. Le cinéma, ce sont donc ces sommes colossales, mais aussi, et surtout, le glamour, la notoriété et les paillettes. Un monde qui fait de plus en plus rêver, mais les places sont chères. En tête du peloton, les enfants de stars. Eva Green, la fille de Marlène Jobert, transformée en James Bond Girl.
Charlotte, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, ou Chiara Mastroianni, se relaient sur les marches du Palais Canois. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus fréquent, c'est-à-dire, bon, en dépit des comédiens qui vous disent toujours, pour moi ça a été atroce, vous savez, se faire un prénom est extrêmement difficile, je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile de se faire un nom qu'un prénom, et que c'est un immense avantage, je comprends qu'on ne le dise pas, mais c'est un immense avantage d'être le fils d'un acteur célèbre. Et leur avantage numéro 1, c'est leur nom de famille. Un nom qui peut faire toute la différence dans le casting d'un film. Or aujourd'hui, ce qui prime, c'est la distribution. Avant de donner envie aux spectateurs, elle doit convaincre les financiers. Stéphane Fuenquinos, directeur de casting. Souvent aujourd'hui, on a besoin d'un casting entre guillemets principal pour pouvoir financer le film, et ce sont les comédiens qui vont ou pas donner aussi envie, avec le scénario évidemment et le metteur en scène, à des financiers de rentrer dans la fabrication. Parmi les financiers à séduire par le casting, un nouveau partenaire. Depuis une vingtaine d'années, à côté des grands studios et producteurs traditionnels, les chaînes de télé participent au financement de la production cinématographique à hauteur d'un tiers du budget. Eric Altmaier, l'un des plus gros producteurs de Paris, reconnaît qu'aujourd'hui, un nom suffit à décider les chaînes de télé. Parmi les critères de choix d'un film, nos interlocuteurs des télévisions doivent rentrer en considération effectivement ce que le film va donner une fois qu'il sera diffusé à l'antenne. Le fait d'être le fils de un tel ou un tel permet au film, au moment de sa sortie en salle, dans un environnement qui est quand même ultra concurrentiel, puis plus tard au moment de sa diffusion à l'antenne, de se distinguer des autres. Les télés, fans des fils d'eux, la preuve par le programme. La semaine dernière, sur les 6 grandes chaînes hertziennes, tous les soirs ou presque, un enfant de star en prime time. Dimanche, Emmanuel Béard dans Les Égarés d'André Téchiné. Lundi, double dose avec Nos enfants chéris, Romane Boringer et Mathieu Demy. Mardi, Marie-Lou Berry, la fille de Josiane Balasco. Enfin, vendredi, le nouveau film de Christophe Honoré, La belle personne, avec Chiara Mastroianni. Les jeux, rois du casting, même si personne ne les a jamais vus jouer, leur notoriété crée l'événement. Exemple, le 23 avril 2003. Comme tous les mercredis, une dizaine de nouveaux films sortent au cinéma. Parmi eux, Les corps impatients, l'histoire de Charlotte, 20 ans, qui découvre qu'elle a un cancer. Un sujet difficile, un réalisateur inconnu et aucune star à l'image, ce film aurait pu passer inaperçu. Seulement voilà, la jeune femme au centre de l'affiche n'est pas n'importe qui. Cinéma, elle s'appelle Laura Smet, elle est la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday. Elle a surtout gagné ses galons d'actrice. Le film s'appelle Les corps impatients, il sort mercredi. Abdelmoustapha. La fille de 2 grandes vedettes, il n'en faut pas plus pour que le journal de 20h et toute la presse s'en emparent. Une recette qui a fait ses preuves, selon l'enfant terrible du cinéma français, Jean-Pierre Mocky. C'est parce que c'était la fille d'Hallyday, autrement on n'en aurait pas parlé. Ce qui s'est passé avec Laura pour Les corps impatients, ça a été d'abord aussi la rencontre d'un très beau rôle avec une actrice naissante, mais c'était très bien orchestré dans la manière où la presse a pu évidemment focaliser sur le fait que ce soit la fille de 2 autres vedettes. Le nom de famille comme une véritable marque, ce n'est plus du cinéma, c'est du marketing. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça, donc il faut faire attention parce qu'il ne faut pas être lancé comme une lessive et puis après on est aux oubliettes, quoi. Et pour tous les fils d'eux, c'est pareil, selon Olivier Malnuit, qui a enquêté sur les enfants de stars dans le showbiz. Nos artistes sont des marques et puis il y a des produits dérivés, il y a les sous-marques, c'est les fils d'eux. Sous-marque ou pas, le privilège demeure. Qu'ils soient bons ou moins bons, leur nom de famille permet aux enfants de stars de décrocher des rôles. Beaucoup de réalisateurs ou metteurs en scène ne peuvent pas vraiment choisir leurs comédiens. C'est un montage global avec le producteur, avec la notoriété d'un tel ou un tel, le réseau, etc. Bon, la plupart des réalisateurs que j'ai pu rencontrer ont fait des choix de comédiens par défaut. Les manières d'aimer parmi vous,
En clair, au moment de choisir ses comédiens, un réalisateur peut écarter un talent inconnu au profit d'un fils d'eux dont le nom rapporte, mais le sujet est tabou. Vous ne trouverez pas un seul réalisateur qui va dire oui, j'ai pris Laura Smet parce que c'est la fille de Nathalie Baye et de Johnny. Et c'est sans doute tout à fait vrai. Ce qui compte, c'est au moment où il y a eu la possibilité de choisir entre plusieurs actrices, il est évident que la candidature spontanée de Laura Smet était plus perceptible que d'autres. « 27 août 2008, en ouverture du festival du film francophone d'Angoulême, Faubourg 36, avec Gérard Jugnot. Lui n'est pas fils d'eux, mais c'est le père d'eux. En l'an 2000, il a fait faire ses débuts sur grand écran à son fils, Arthur, 20 ans, dans son film Meilleur espoir féminin. Car comme tous les pères, Gérard Jugnot ne doutait pas de l'avenir de son fiston dans le métier. Peut-être ce qui facilite les choses, c'est qu'il a moins peur, il est moins impressionné par le métier, puisqu'il le connaît, parce qu'il a sauté sur les genoux de plein d'acteurs connus. Puis moi, j'ai été très vite rassuré, parce que je l'ai vu chez Périmonie au cours, j'ai fait travailler très vite dans mes films des petits rôles pour voir tout de suite et puis il avait le truc. Comme d'autres fils d'eux, Arthur marche donc dans les pas de son père. Sauf que Gérard, lui, fait rire la France depuis 30 ans. Héritage impossible, ce talent-là ne se transmet pas. Alors mon fils, il n'est pas comique, hein. Il peut faire des choses drôles, il a beaucoup d'humour, mais il n'a pas choisi de faire comique. Ça, comique, c'est un truc très particulier, parce que c'est un truc qui vous tombe sur la tête, vous choisissez pas d'être comique. Vous apercevez que les gens se foutent de votre gueule, donc pour pas qu'ils se moquent de vous, vous décidez de faire rire. Donc c'est un truc un peu particulier, et ça, c'est un numéro complémentaire du loto que tout le monde n'a pas. Je me suis caché d'intérêt. Effectivement, ce n'est pas dans le comique que les fils et filles de s'illustrent. Dans le comique, on est dans un genre, si vous voulez, où il est très difficile de se propulser. Il est plus facile de jouer le comte de Monte Cristo au fils de Pardieu que d'être le deuxième Bourvil. D'ailleurs, les enfants de Bourvil que j'ai bien connus, puisque Bourvil était mon ami, n'ont jamais fait de cinéma. Jamais. Le rire, dernier espace démocratique du cinéma français. Aujourd'hui, les grands comiques s'appellent Jamel Debbouze, Alain Chabat ou Gad Elmaleh. Aucun fils d'eux. Dans la comédie, l'ascenseur social fonctionne encore. Le petit dernier, c'est Danny Boone, dont le film Bienvenue chez les Ch'tis s'est même payé le luxe de détrôner La Grande Vadrouille en tête du box-office français. Pour l'anecdote, le père de Danny Boone n'était ni acteur, ni producteur, ni réalisateur. C'était un chauffeur routier. Voilà, par quelques exceptions, est-ce le grand retour des héritiers en France? Y a-t-il une nouvelle noblesse du nom, Max? C'est le cas, on l'a vu chez les comédiens, mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Ce n'est pas tout à fait nouveau. En réalité, toujours, par exemple, dans les familles de comédiens ambulants au XVIIe siècle ou au XVIe siècle, les familles qui étaient presque, appelons ça, des familles du cirque. Il y a eu les Bougliones au XIXe et au XXe siècle. Donc c'est une tradition. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la place du comédien dans nos sociétés et pourquoi cette fonction de comédien attire, parce qu'elle est devenue, en effet, comme l'emblème de la société. Pensez qu'en 1730, il y a une comédienne qui s'appelle Adrienne Lecouvreur, qui n'a pas de funérailles religieuses parce qu'elle était comédienne. Être comédien, c'était être interdit de funérailles religieuses. Molière n'a été enterré que la nuit sur intervention personnelle de Louis XIV. L'Église refusait. Aujourd'hui, au contraire, le corps, la présence, jouer la société, c'est évidemment un des attraits du moment, enfin en tout cas pour les jeunes gens. Et ce qui me frappe plus que les fils de comédiens devenant comédiens, c'est par exemple les fils de philosophes devenant acteurs. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je pense à Jeanne Balibar, par exemple, dont le père était un grand philosophe, ou je pense même à un des fils de Bourdieu, qui lui-même est dans la mise en scène, je crois. Qui est réalisateur. Qui est réalisateur. On voit bien, ça c'était relativement impensable, si vous voulez, ce qui montre bien le basculement de notre société dans la représentation. Bonsoir. Adrienne Lecouvreur n'empêche qu'elle était la maîtresse de Maurice de Saxe. Absolument. Et pourtant, elle n'a pas eu le droit à un enterrement. Ça va, même la maîtresse de Maurice de Saxe.
Ça va bien? Oui. Voilà, je vous présente quand même. Pour tout le monde vous connaît, mais quand même, vous êtes journaliste, vous avez fondé l'événement du jeudi et Marianne, que vous avez quitté il y a un an. Il semblerait que vous vous apprêtiez à vous lancer en politique pour les prochaines européennes sous les couleurs du MoDem. Mais ça, c'est un autre débat, c'est pas celui qui nous occupe aujourd'hui. La noblesse du nom, nouveau privilège d'aujourd'hui, la France des héritiers, réalité à nouveau très forte? D'abord, il ne faut pas exagérer. Et le fils de Cerdan, il ne serait jamais devenu boxeur s'il n'était pas lui de Secdan. Mais il n'est jamais devenu champion. Le fils d'Hinault n'aurait jamais fait de cycliste, c'était pas le fils d'Hinault. Mais il n'est jamais devenu champion. Le fils de Fernandel n'aurait pas fait une carrière artistique, c'était pas le fils de Fernandel. Mais il n'est jamais devenu un grand artiste. Et la fille de Lucienne Boyer, elle n'a jamais devenu une grande chanteuse. Vous voyez, chez les boulangers, ça ne choque personne, on n'en parle pas. Qu'on soit boulanger de père en fils, on n'en parle pas. C'est sûr que c'est parce qu'on est fils ou fille d'eux. Mais n'empêche que si on n'a pas de talent, eh ben, ça ne marche pas. Ça s'arrête à un moment donné, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui est emblématique pour vous de cette France des privilèges? Non, moi, c'est les chefs d'industrie. C'est les grands... Regardez, Lagardère, regardez Bouygues, regardez Arnaud, regardez Pinault, regardez Dassault. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui, c'est des héritiers. Or, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand il y a eu la grande crise de 29, le capitalisme a été ébranlé, ce qui peut arriver encore aujourd'hui, et qu'il y avait le danger communisme. Là, il progressait dans les pays de l'Est, il y avait une angoisse. Et donc, il fallait montrer que le capitalisme n'était pas ce que disaient les marxistes, hein, c'est-à-dire les 200 familles, les mecs des grands cigares. Alors on a développé l'idée, le capitalisme, c'est plus du tout ce que c'était, c'est plus les héritiers, c'est les managers. Hein, tu te souviens les livres, La révolution des managers, il y avait Burnham a écrit un livre, et vraiment c'était une idéologie dominante, et en plus il devient populaire, c'est-à-dire les petits actionnaires. Bon. Et puis à partir du moment où il n'y avait plus le danger communiste, plus le danger soviétique, plus rien, on a pu se retirer le faux nez, et finalement, le capitalisme est devenu ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire que c'est les propriétaires qui commandent, que c'est les propriétaires qui dirigent, et que quand les familles sont propriétaires, elles aiment bien mettre leurs rejetons à la tête de la société. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est qu'on est revenu avant-guerre, quoi. Après, voilà. Oui, mais qu'est-ce que ça a d'illégitime? Vous citiez... Non, attendez, vous citiez Arnaud, vous citiez Pinault, tous les grands patrons français aujourd'hui, qui ont quand même beaucoup travaillé pour en arriver là. Qu'est-ce qu'il y a d'illégitime à ce qu'ils aient envie que ce soit leur fils ou leur fille en qui ils ont confiance, qui a baigné dedans depuis qu'ils sont tout petits et qui en plus ont fait des études, qui reprennent le flambeau? Non, mais moi je n'ai pas dit que c'était légitime, je dis que c'est frappant qu'après toutes les démonstrations, le capitalisme n'est plus ce qu'il était, il a changé, on voit qu'il est ce qu'il était, etc. Non, c'est pas du tout illégitime. Ce qu'il est, c'est l'héritage. L'héritage, c'est tout à fait normal, vous avez travaillé, vous avez sué pour que vos enfants puissent vivre convenablement. Et même, moi j'accepte très convenablement. Pourquoi pas? On s'est emmerdé pour ça, hein? Très convenablement, formidablement convenablement. Mais il y a un moment où vous avez une telle fortune que ça permet plus simplement de vivre convenablement, ça permet de ne plus travailler et simplement avec cette fortune d'avoir des plus-values qui fait que vous gagnez plus en ne travaillant pas que tout le monde en travaillant. Et là, l'héritage n'est plus justifié. Et là, l'impôt progressif sur l'héritage est totalement justifié et je regrette qu'on l'ait presque supprimé. Voilà, c'était le regard de Jean-François Kahn, bientôt candidat aux élections européennes dans 9 mois, sur l'héritage. Et à ce propos, y aurait-il une classe d'âge qui ferait figure de privilégiés? Je veux parler des seniors. 1946, lendemain de la guerre, les personnes âgées sont les plus touchées par la précarité. Aujourd'hui, ceux qui vivent du minimum vieillesse sont une minorité, tout de même 600 000 personnes, mais 600 000 personnes sur 13 millions de plus de 60 ans. Espérance de vie plus longue, niveau de vie plus élevé, plus de loisirs, plus de voyages, plus de sport. Longtemps, les oubliés de l'histoire, les plus de 60 ans sont-ils devenus les nouveaux riches? C'est une enquête de Camélia Ancinas et Antonin Bénard. Vieux, c'est mieux. En ce début de 21e siècle, nos anciens ont la pêche. Aujourd'hui, un Français sur 5 a plus de 60 ans. Avec une espérance de vie qui a doublé en 100 ans, les personnes âgées ne se sont jamais aussi bien portées. Génération privilégiée. Elles ont vécu une période extraordinaire, puisqu'en gros, elles n'ont pas eu de guerre. En gros, elles ont vu leur espérance de vie augmenter. Alors, il faut rappeler que l'espérance de vie, d'ailleurs, a augmenté de plus de 40 ans depuis 1900. Donc, nos arrière-grands-parents viendraient ici, ils diraient « vous êtes dans le paradis ».
Nous n'avons jamais connu cela. Et en plus, elles ont eu la chance, ces personnes aujourd'hui qui sont à la retraite ou qui sont parties il y a quelques années, ont eu la chance de bénéficier de retraites très généreuses. C'est un peu une sorte de triangle d'or. J'ai une santé tout à fait convenable, j'ai des revenus qui pour aujourd'hui sont relativement confortables et j'ai du temps libéré. Un des plus grands luxes, un des plus grands privilèges, alors là pour le coup, c'est bien le temps libre. Bien sûr, tous nos anciens ne sont pas logés à la même enseigne. 600 000 personnes âgées n'ont que le minimum vieillesse pour vivre, 628 € par mois. Mais dans l'ensemble, il fait bon être vieux. Entre 1975 et 2001, le niveau de vie des seniors a augmenté de 40%. Les 2/3 d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Plus de 70% des placements financiers sont faits par les plus de 60 ans. Et cette bonne santé économique en énerve certains. Grégoire Thiraud a 30 ans, il travaille au ministère des Finances. Il est aussi l'auteur de La France anti-jeune, une attaque en règle contre ce qu'il appelle les nouveaux privilèges du troisième âge. Pour lui, on a trop chouchouté les vieux et aujourd'hui, ce sont les jeunes qui trinquent. Moi, je pense que ma génération, on va devoir cotiser 43, 44, 45 ans avec des niveaux de retraite qui seront extrêmement faibles par rapport à ceux qui sont aujourd'hui alloués. Il y a des scénarios extrêmement précis du Conseil d'orientation des retraites qui a dit, c'est très simple, le dilemme en 2050, pour que les retraités d'aujourd'hui aient le même niveau de vie, soit on augmente de 66% le montant des cotisations, ce qui paraît difficile, soit, si on maintient le niveau des cotisations, on divise par 2 le niveau de vie des retraités. Voilà, l'équation est assez simple. Alors les vieux sont-ils les nouveaux privilégiés? Faut-il dénoncer l'âge d'or des cheveux gris? Les jeunes d'aujourd'hui auront-ils, eux, la possibilité de profiter de leur vieillesse? Droit d'inventaire. Octobre 1946, la France se relève péniblement de la guerre et ce sont les vieux qui sont les plus touchés par la précarité. Les caméras des actualités Gaumont filment la détresse des personnes âgées dans les rues de Paris. Et le journaliste de l'époque laisse parler son cœur. Vivre est trop cher pour la vieillesse. Pour tous ces petits vieux, dont beaucoup, hélas, n'ont pas de revenus qui dépassent 8 000 francs par an, vivre est une lutte coûteuse et épuisante. Aucune autre ressource que la mendicité ou le mont-de-piété, où l'on se résout un jour à porter sa vieille théière et sa montre, dernier compagnon de toute une vie. Énormément de personnes âgées se retrouvaient à ne plus avoir la force physique pour travailler et se retrouver sans revenu. Donc jusqu'aux années 50, largement dans les années 50, vieillissement voulait dire en grande partie appauvrissement, pauvreté. Les années 50, c'est le début des 30 glorieuses, ces 3 décennies où la croissance économique atteint des chiffres records. C'est le début de la société de consommation incarnée par ce salon des arts ménagers où les Français découvrent les premières machines à laver. Mais les vieux, eux, sont les oubliés de la croissance. Le droit à la retraite, institué en 1945, tarde à se mettre en place. Pour en profiter, il faut justifier de 30 ans de cotisation en 1947. Or, la guerre est passée par là. Ils sont très peu nombreux à pouvoir y prétendre. La retraite, elle a mis beaucoup de temps à s'installer. D'ailleurs, au début, les salariés et les syndicats étaient plutôt contre. Donc ça a été très progressif. Ça s'est vraiment développé après 1945. La sécurité sociale et la retraite, ça a fait partie du nouvel État-providence en quelque sorte, d'un nouveau compromis social, d'une nouvelle phase de la démocratie. On a dit, si on veut que les gens se sentent bien dans un pays, il faut aussi qu'ils aient une assurance sociale minimale. 29 janvier 1962, place de l'Opéra à Paris.